Voici Budapest. Notre regard balaie successivement la rive de Buda avec le château, le Danube, les ponts, la rive de Pest aux multiples maisons. Une métropole où les grandes distances obligent les gens à faire de longs déplacements. Ils sont très nombreux, ceux qui vivent dans la capitale hongroise, et doivent affronter tous les jours les difficultés de la circulation. Les piétons, aussi bien que ceux qui ont recours aux moyens de transport individuels ou en commun. La capitale hongroise compte 2 millions d'habitants. Mais il n'y a pas que les autochtones. Allons nous promener dans la gare la plus animée de Budapest, la gare de l'Est. Voilà un train qui arrive. Il amène du monde dans la capitale. D'où vient cette foule de gens? Ces femmes arrivent certainement de province. Ces jeunes viennent peut-être de l'étranger. Les Budapestois sont toujours prêts à donner des renseignements. Allez par là. Non, plutôt par là. Attendez. Oui, comme ça vous trouverez, c'est sûr. Voilà nos touristes qui se mettent en route à la recherche de l'inconnu. Le sac à dos est lourd. Mais qu'est-ce que cela peut faire quand on est jeune et avide de connaître le monde? Malgré des renseignements précis, il arrive quelquefois qu'on se débrouille mal dans cette ville étrangère. Vous avez beaucoup de bagages, prenez un chariot. La gare grouille de monde. Tous les jours, 500 000 personnes débarquent dans la capitale. Elles viennent s'ajouter au trafic urbain. Voici les armoiries de Budapest, accompagnées de 3 lettres qui sont le sigle de l'entreprise de transport de la capitale. L'emblème et le sigle sont peints sur tous les moyens de transport en commun de la ville, sur les bus, sur les trams, dont le parc s'enrichit d'année en année de nouveaux modèles plus modernes, sur les trolleys. Et aussi sur les voitures du métro, dernier né des moyens de transport, le préféré des Budapestois, qui ne circulent pas toujours sous terre. Enfin, sur les voitures du train à crémaillère. Les titres de transport sont vendus dans les bureaux de tabac et au guichet des stations.
Dans les arrêts, il y a des panneaux pour rappeler aux voyageurs qu'ils doivent composter leurs billets dans les voitures. Dociles, les passagers poinçonnent leurs tickets. Les transports en commun de Budapest ne sont pas chers. Si vous prenez le tram, le trolley ou le métro, un trajet coûte 1 forint. Le ticket d'autobus est vendu 1 forint 50. Nous voici place Deák, l'un des plus importants carrefours de Budapest. À l'entrée du passage souterrain, la lettre M indique une station de métro. Derrière les panneaux de verre, on découvre toute une ville souterraine. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Si vous avez un abonnement, il suffit pour passer de le présenter. Sinon, il faut introduire une pièce d'1 forint dans la fente de la barrière automatique. Les forines disparaissent et l'appareil laisse passer les gens. Le problème, c'est quand on n'a pas de monnaie. Cherchez dans la poche de votre pantalon. Attention, l'appareil n'est pas dupe. Voilà, c'est bon. Vous pouvez prendre l'escalier mécanique. La place Deák est une station de correspondance où 3 lignes se croisent. La ligne 1, couleur jaune, la ligne 2, couleur rouge, la ligne 3 qui est bleue. L'horloge lumineuse indique le temps passé depuis le départ du dernier train. Voici la rame qui arrive. Quelques secondes d'arrêt, puis elle redémarre. L'horloge recommence à égrener les secondes. Les rames circulent avec précision et très fréquemment. Cela permet au métro de transporter 55 000 voyageurs à l'heure dans une seule direction. Et maintenant, remontons à la surface. Essayons un autre moyen de transport. La voiture. Installons-nous. La clé de contact. On met les gaz. Et nous voilà au milieu du trafic grouillant de la métropole. Tout prend un autre aspect à travers la glace d'une voiture qui roule à toute vitesse. Mais voilà le feu rouge. De légers coups de frein. Les autos s'arrêtent, obéissantes. Tandis que nous attendons, le trafic transversal continue sans interruption. Le feu passe à l'orange, au vert. La file de voitures s'ébranle. Quelques véhicules crachent une fumée noire. Ah oui, toujours la pollution. Il faudrait tout de même faire davantage attention à la protection de l'environnement. Voilà un tunnel. Le clignotant de la voiture qui roule devant nous indique qu'elle va tourner à gauche. Nous la suivons. À la sortie du tunnel,
les véhicules roulent très nombreux sur les 6 fils du pont. Il faut avoir la main sûre, les yeux attentifs et de bons réflexes pour éviter tout accident. Nous arrivons à Buda. Jetons un coup d'œil sur ce gigantesque échangeur. Ici, il est permis d'accélérer un peu. Au coin, nous tournons à droite. Voici le tunnel. La voie serait libre, mais un jeune homme imprudent traverse hors du passage pour piétons. Dans le tunnel, tout le monde respecte le code de la route. Nous avançons en toute tranquillité. Sur la place, nous avons la priorité, mais mieux vaut être prudent. Un bon conducteur aide les autres automobilistes. Il conduit et se conduit poliment, en toutes circonstances. Revenons vers Pest. C'est ce qu'on appelle les heures d'affluence, situation typique au centre-ville. Il ne faut pas s'impatienter. Profitons de l'embouteillage pour acheter le journal. On aura peut-être même le temps de le lire. Il y a vraiment des moments où la rapidité de la voiture ne sert à rien. Il vaudrait mieux prendre l'autobus. Comme ces deux jeunes et charmantes personnes. Pardon, mesdemoiselles, juste une petite question. Quel autobus attendez-vous? Le 9? Ah bon? Votre attente n'aura pas été longue. Voici le 9. Il ralentit, il s'arrête. Les portières s'ouvrent, les voyageurs descendent, d'autres montent. Dépêchez-vous, mesdames et messieurs. Attention, les portières se ferment. Voilà l'autobus parti. Bon voyage.
L'église Matthias, dernière étape de notre tour de ville, est un des monuments les plus célèbres de Budapest. Témoin des tempêtes de l'histoire de la Hongrie, elle se dresse depuis 7 siècles. La tour massive que vous voyez à gauche s'appelle la tour Béla. Sur votre droite, la tour Matthias, octogonale à partir du 2e étage. L'église a été restaurée entre 1874 et 1896. On l'a reconstruite dans sa forme originale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis malheureusement obligé de vous annoncer un événement hors programme. Monsieur Dupont souffre d'une atroce rage de dents, et s'il ne s'adresse pas tout de suite à un dentiste, tout son voyage en sera gâché. Avant de regagner l'hôtel, nous ferons donc un petit détour pour conduire Monsieur Dupont au dispensaire. En attendant, permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous donner quelques informations sur la santé publique en Hongrie. Par exemple, de tous les pays du monde, la Hongrie est celui qui accorde aux mères le plus long congé de maternité. Depuis 1967, les mères qui exercent une activité... Encore une fois, veuillez nous excuser de ce petit détour. Nous voilà arrivés. J'espère que nous aurons tous le plaisir de revoir Monsieur Dupont au dîner. Bon, Monsieur Dupont, j'ai donné votre état civil à mademoiselle. Elle va vous accompagner. Je lui ai également demandé de vous montrer un peu le dispensaire. Quand vous arriverez au service de stomatologie, votre fiche y sera déjà. Bon, alors, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Détour agréable. Dommage qu'elle ne parle que le hongrois. Ma dent me fait déjà moins mal. Il fait bien son métier, notre guide. Qu'est-ce que c'est que ce service? Ah bon, la chirurgie? Il ne me manquerait plus de cela. Ils ont des instruments terribles. Puis les vacances terminées. Au lieu de faire de belles promenades en forêt, je devrais venir tous les jours ici pour faire changer mon pansement, où je me promènerai dans la ville avec un plâtre, clopin-clopant. À moins que... Gynécologie, soins prénatals. Il me semble qu'ici, on s'occupe avec beaucoup d'attention des futures jeunes mamans et des futurs bébés. Depuis le 1er janvier 1967, les mères qui travaillent bénéficient d'une allocation de l'État jusqu'à ce que leur enfant ait 3 ans. Après l'accouchement, la mère a droit à 20 semaines de congés payés. Ensuite, elle touche 800 forints par mois au moins, suivant le nombre d'enfants. Selon les statistiques, 2 tiers des mères adoptent cette solution qui pallie la pénurie des crèches. Chère madame, vous avez peut-être une conjonctivite. Ne vous faites pas de mauvais sang, on vous donnera des gouttes. N'oubliez pas de garder le flacon frais et de le secouer avant de mettre une goutte. Quelques gouttes dans les yeux, 3 fois par jour, et vous aurez fini de larmoyer. Vous pourrez enlever ces horribles lunettes noires. Elles ne vous vont pas du tout. Non, moi je parlais des lunettes.
Urologie. Ben, c'est la monnaie de la pièce. Le mot signifie la même chose dans toutes les langues. Orthopédie. Celui-là aussi. Électrocardiologie. Malheureusement, ce service m'est très familier. Radiologie. Oh non, maintenant je ne sais plus de ma dent ou de mon petit orteil ce qui me fait le plus mal. Et c'est elle qui va toucher des indemnités pour travail nuisible à la santé. Pardon. Santé publique multiplie les efforts pour la prévention des maladies. Nous menons une lutte soutenue contre l'alcoolisme et les maladies nerveuses. Chaque année, les radiologues organisent un grand nombre d'opérations de dépistage de la tuberculose et du cancer. Rassurez-vous, docteur, il ne s'agit pas d'une maladie. C'est la grippe. Il me semble qu'il y a une épidémie. Évidemment, je préférerais peut-être à ce mal de dents un petit rhume de cerveau ou une légère toux. Il me suffirait alors de prendre quelques cachets d'aspirine. En ce qui concerne les soins sanitaires, le pays est divisé en districts. Chaque habitant doit s'adresser aux services médicaux de son district. Le médecin de quartier est le plus souvent un généraliste, dont la consultation est ouverte 4 heures chaque jour pour les malades non alités. Pour les malades ne pouvant pas se déplacer, il y a les visites à domicile. En Hongrie, les soins médicaux sont gratuits. Tout le monde en bénéficie à titre de citoyen. En plus des soins gratuits, on donne au malade des médicaments et tous les pansements dont il a besoin à un prix très modique. Pendant la durée de son congé de maladie, il touche 75% de son salaire à titre d'allocation maladie. Ça vaut la peine alors d'être malade? Tout de même pas. Je crois que je viens de dire une bêtise. Une mauvaise idée. Avoir mal aux dents, ce n'est pas tellement agréable. Quand est-ce que nous arrivons? Oh, le laboratoire, prise de sang, faire pipi, une petite piqûre au doigt. Voilà l'otorino-laryngologie. Ouvrez la bouche. Nous approchons du but. Enfin, ces gens-là souffrent du même mal que moi. Terrible. Elle ne pourrait pas être un peu plus gentille, non? On a déjà assez peur comme ça du dentiste, alors. Ah, ça, c'est déjà beaucoup mieux. Dans les cas urgents, les étrangers bénéficient également des soins médicaux qui sont gratuits pour tous les touristes originaires des pays socialistes, tandis que les citoyens des autres pays sont tenus de payer le prix du traitement. Et leur compagnie d'assurance leur rembourse cette somme. Aussi, n'oubliez pas, le cas échéant, de demander un reçu. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Quelle horreur! Pas moyen d'arranger autrement, plus simplement et plus vite cette histoire de dents. Hélas, non. C'est comme ça. Bonjour, monsieur Dupont. Asseyez-vous. Vous parlez français, docteur? Oui, j'ai travaillé un an au Maroc. Quand êtes-vous arrivé en Hongrie? Avant-hier. Ça doit être bien désagréable de commencer ses vacances comme ça. Mais on va vous aider. Ah, je vois à droite en bas, la première molaire. Elle est en assez mauvais état. Nous ferons un plombage. Je mettrai un anesthésique. La piqûre vous fera mal, mais juste une seconde. J'ai vraiment de la chance avec ce dentiste. Il est très sympathique et je peux même parler avec lui.
Comme c'est drôle. Ma bouche commence à s'engourdir. Elle est de travers. Et même ce cabinet, il ne serait pas si mal s'il n'y avait pas tant de fraises, de pinces, de seringues et d'autres instruments aussi mystérieux qu'effrayants. C'est fini, monsieur Dupont. Vous avez les gencives enflammées. Voilà une ordonnance. Votre guide ira pour vous à la pharmacie. Il faudra se rincer la bouche 3 fois par jour avec ce produit. Monsieur Dupont, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous trouvez mal? Vite, prenons-lui l'attention. Ce n'est qu'après avoir repris connaissance que j'ai pu expliquer que j'avais déjà eu des problèmes cardiaques et des troubles circulatoires. J'avais oublié de le raconter au dentiste et l'anesthésie a provoqué une crise. On m'a transporté dans cet hôpital en ambulance. Heureusement, il n'y a rien de grave. On a déjà établi mon bulletin de sortie. Demain, je pourrai quitter l'hôpital. Ils étaient vraiment très gentils. Il n'y a aucune raison de se plaindre. Je connais cet hôpital. J'y ai été opéré d'une appendicite. Un soir, j'ai eu des crampes atroces. Ma température a fait un bond. Le médecin de garde a constaté une appendicite aiguë. Il m'a envoyé à l'hôpital. L'intervention était urgente. Tout s'est passé très vite. On aurait dit un mauvais rêve. Des chirurgiens, des assistants qui se préparent à l'opération. Je me rappelle, tout était vert. Les murs de la salle d'opération, jusqu'aux blouses et aux calots des médecins. On prétend que le vert pomme a un effet tranquillisant. Puis, la lampe du tableau d'opération s'est allumée. C'était les 3 coups de l'intervention qui a immédiatement commencé. Ça n'a pas été très long. La blessure s'est cicatrisée comme il fallait, et au bout d'une semaine, j'ai pu quitter l'hôpital. Tout est bien qui finit bien. Alors, à demain. Heureusement, notre programme prévoit quelques jours de repos dans les matras. Là, vous pourrez vous remettre de vos émotions. Je vous remercie pour la gentillesse de votre aide. Je ne vous dirai pas que je suis content d'avoir pu profiter personnellement des avantages de la santé publique hongroise, mais je peux vous affirmer que j'ai ainsi eu l'occasion de découvrir un système sanitaire de haut niveau. C'est pourquoi je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée que ce soit moi qui prenne le micro pour vous renseigner sur la médecine hongroise. Allez-y, j'attends vos questions.
En me voyant écrire un journal, les gars de la classe se marreraient un coup. Bien sûr, eux, ils diraient que c'est sentimental, que c'est bon pour les filles. Mais moi, je sais qu'un jour mon journal sera publié, dans la série Nos grands savants. Je n'ai pas encore décidé si je deviendrai constructeur d'avions ou zoologiste mondialement réputé. Ou peut-être même archéologue. Il faut encore que j'y réfléchisse. Mais, en tout cas, je deviendrai célèbre. Et ça, je le jure, croix de bois, croix de fer. Alors tout le monde va en baver. Mais surtout papa, qui n'arrête pas de me sermonner à cause de mes notes en maths. Et puis il y a Juji, à cause de qui j'ai dû faire cadeau de ma tortue à quelqu'un. Je pense qu'il est temps de dire pourquoi je me suis décidée à écrire un journal. Aujourd'hui, il ne s'est rien passé de spécial. Le matin, je suis allée en classe. Puis j'ai déjeuné, j'ai travaillé, j'ai écouté le magnéto, j'ai dîné, j'ai regardé la télé, après je me suis couchée. Et le 14, le jour où j'ai commencé mon journal, était une journée extraordinaire. Pourtant, jusqu'au dîner, tout s'est passé comme d'habitude. Pendant le dîner, on parlait du mauvais temps et de la bibliothèque du bureau où maman travaille, et où la plupart des gens veulent emprunter des romans d'amour ou des policiers, et où il y a beaucoup de gens qui veulent absolument se cultiver ou sont intéressés soit par des livres de vulgarisation, soit par des pièces de théâtre ou la poésie. Papa n'a rien fait d'autre que d'approuver de la tête, et il est allé allumer la télé pour regarder les actualités. Mais qu'est-ce que vous avez encore fabriqué avec ce téléviseur? Il n'y a ni image ni son. Oh, ce n'est pas la peine de t'énerver. Ça fait déjà 6 ans qu'on a acheté cet appareil. Et c'est un miracle qu'il ait fonctionné pendant 6 ans sans tomber en panne. Il est encore réparable. Mais sinon, alors c'est maintenant qu'on achètera le téléviseur couleur et pas à Noël. Tout est bien plus joli en couleur. Ce jour-là, papa ne lisait pas encore le journal et il s'embêtait. Parce qu'il ne pouvait pas regarder les actualités télévisées. Sans parler du match éliminatoire qui suivait les informations du soir. Et c'est Juji qui était la plus furieuse. Ma chère sœur se voyait déjà avec Michi, la main, dans l'intimité, derrière papa et maman qui auraient les yeux fixés sur l'écran. Très franchement, je ne comprends pas ce que Juji aime chez cet imbécile. Mais, lorsqu'on a vu que la soirée télé était fichue pour ce soir-là, elle lui a téléphoné tout de suite et a chuchoté au moins 10 minutes dans le récepteur. Alors, écoutons au moins les actualités du soir à la radio. Voici le bulletin météorologique. Aujourd'hui, il a fait froid toute la journée. Sur l'ensemble du pays, la température n'a pas dépassé moins 3 degrés. On prévoit pour demain un réchauffement de la température accompagné de vent d'ouest et de pluie dans le sud-ouest. C'était le journal parlé. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Eh bien, nous voilà au bout de la bobine. Chuchik était Michi à la fenêtre. Papa était comme avant. Il faisait les réprimandes qu'il fait chaque fois qu'on rentre de l'école avec un avertissement. Maman a sorti un ancien journal que tante Kunigunda avait laissé à la maison pour faire des mots croisés. D'un air déçu, maman a posé le journal. Tous les mots croisés étaient déjà faits. Puis ça a été le tour de la radio, parce que comme notre voisine le lui a dit, la radio diffusait des émissions scientifiques et littéraires de haut niveau. Enfin, elle a réussi à trouver quelque chose. Chers auditeurs, vous allez entendre une émission sur les instruments de musique de l'homme préhistorique. Mais vous n'allez pas me dire que ça vous intéresse à ce point. S'il te plaît, papa, cherche autre chose, tu veux? Peut-être il y a quelque chose sur la 3e chaîne. Et mets en modulation de fréquence, c'est bien mieux. Ah non, ferme ça, ça ne me plaît pas. Eh bien, je pense que le mieux, c'est encore de continuer à tricoter. Ça fait déjà au moins 6 mois que j'ai commencé ce pauvre pull. Moi, je proposerais quand même d'écouter un peu de musique. Bien sûr, moi j'ai tout de suite dit que j'étais prêt à mettre Bonnet sur le magnéto. Mais maman voulait une expérience culturelle, avec du Bach, du Vivaldi ou à la rigueur du Beethoven. Papa s'est tout de suite mis à chercher un disque, et moi, c'est alors que j'ai décidé d'écrire un journal. Oui, c'est en voyant papa perdu au milieu des 2 enceintes acoustiques, de l'électrophone et des disques classiques, que j'ai pris cette décision. Mais la soirée était encore loin de toucher à sa fin. Papa expliquait que la musique était un passe-temps utile, agréable et tout et tout.
Mais 5 minutes après, il a eu une autre idée. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de cartes? Je n'arrivais pas à me décider pour le poker ou la canasta. Ils sont aussi ennuyeux l'un que l'autre. Alors j'ai proposé de jouer aux échecs. Ne comptez plus sur moi, pour rien. C'est Michi. S'il a pu avoir des billets, alors on part tout de suite. Bonsoir, j'ai réussi à me procurer des billets. Pauvre Michi. Au fond, je le plains. Ça ne suffisait pas que ma chère sœur se jette sur lui. Qu'il fallait en plus qu'il écoute tout un œil sur les beaux films artistiques, instructifs, qu'il devrait de temps en temps regarder au lieu des films policiers et des comédies. Et que ce n'est pas mauvais de temps en temps de réfléchir. La culture, ça ne s'enfonce pas tout seul dans la tête. Il faut se montrer coopérant et ainsi de suite. À la fin, papa a eu pitié de Michi. Allez, dépêchez-vous maintenant, parce que vous allez manquer les actualités. Les actualités, de toute façon, ils vont les manquer. Si jamais ils vont vraiment au cinéma et non pas au disco ou à une boum. En tout cas, Juchi m'était bien suspecte, avec la poche de Nidon où elle met généralement ses talons hauts. Mais maman et papa n'avaient rien remarqué, parce qu'entre-temps, la voisine est arrivée et ça a pris au moins 10 minutes, rien que de s'excuser de nous déranger. Dites-moi, vous n'auriez pas du fil violet par hasard? Et alors, on a eu le droit à une histoire interminable sur une très belle nappe, sur les difficultés de la broderie et les problèmes que pose l'achat des fils. Pendant ce temps-là, maman a regardé sa propre collection. Naturellement, elle avait du fil violet. Et celui-ci n'était ni de la couleur ni de la grosseur qu'il fallait. On pensait qu'elle allait enfin partir, lorsque maman a été assez bête pour lui demander. Comment ça va, votre mari et les enfants? Ils allaient tous bien. Son mari était justement en train de bricoler. Ça, on s'en doutait rien qu'au bruit que ça faisait. Maintenant, il était complètement absorbé par la construction d'une bibliothèque. Les enfants s'occupaient de leur collection de timbres. Ils étaient en train de décoller d'une enveloppe vénézuélienne ou viennoise le timbre le plus récent d'une série de perroquets. À son tour, papa n'a pas manqué de remarquer qu'une collection de timbres, c'est autrement intéressant et instructif comme hobby qu'un aquarium ou l'élevage des hamsters. Il faisait allusion à mes animaux qui ne dérangent pourtant personne. Et en plus, ils sont jolis. Peut-être moins beaux que les objets en porcelaine de l'ami de maman, ou que les tableaux de l'ami de notre voisine, qui en a hérité la plupart de ses parents. Mais elle en a également acheté, même si c'était très coûteux, etc., etc. La conversation allait son train lorsque papa a eu une idée formidable. Mais nous aussi, on a collectionné quelque chose. Les souvenirs de voyage. Ah, j'y pense. Je vais tout de suite projeter les diapositives que nous avons faites l'année passée pendant notre voyage en Italie. Vous allez voir comme elles sont réussies. D'un coup, la voisine a compris qu'il fallait mieux partir. Elle n'avait pas encore préparé le casse-croûte des enfants pour l'excursion qu'ils allaient faire le lendemain avec la classe dans les montagnes de Bouddha. Elle a expliqué ça très vite, puis elle a filé. Chaque fois que papa commence à sortir ses diapositives, tout le monde prend la fuite. Je le plains, le pauvre, parce qu'elles sont vraiment belles. Il les développe, les découpe et les cadre lui-même. Seulement, il en projette toujours 100 d'un seul coup. C'est le voisin qui a sauvé la situation. Il est venu nous annoncer qu'il avait fini sa bibliothèque et qu'il invitait papa à regarder le match de football. N'oubliez pas de téléphoner demain matin pour la télé. Nous sommes restés seuls avec maman. Il ne pouvait être question ni d'échecs, ni de musique pop. Elle s'est mise à son tricotage et moi j'ai donné à manger à mes poissons rouges et à mon hamster, puis je me suis mis à écrire la première page de mon journal. Ce jour-là, j'ai parlé des événements de la matinée et de l'après-midi. Et bien voilà, je termine maintenant. Toute la famille dort. La télé a été réparée, le programme est depuis longtemps terminé. La prochaine fois qu'il tombera en panne, j'en écrirai davantage. C'est promis.
1 heure encore. Très bien. Tout est prêt. Tout est propre. L'air est pur. J'ai eu raison de faire nettoyer les tapis la semaine dernière. Ils sont tout de même mieux ainsi. Et c'était si vite fait. Allô, le pressing? Je voudrais faire nettoyer 2 tapis. L'un fait 2 mètres sur 3, l'autre est plus petit. Quand viendrez-vous les chercher? Demain matin? D'accord, je vous donne l'adresse. Ils n'ont pas mis plus de 3 jours pour les rapporter et dans un état impeccable. J'ai même l'impression que les couleurs se sont ravivées. Encore 50 minutes. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Dis, fiston, tu pourrais me donner plus souvent de tes nouvelles. Je sais que tu es très occupé, mais si tu as 1 minute de libre, pense à moi. J'attends tes lettres avec une de ces impatiences. Il faut que tu saches, maman, que j'attends quelqu'un. Dans 3 quarts d'heure, j'aurai perdu mon indépendance. Le fait est que j'aimerais bien qu'il en soit ainsi. J'ai tout fait, ces jours derniers, pour que la journée d'aujourd'hui soit une vraie fête. Ah, tu ne sais pas encore de qui il s'agit. C'est Cathy, la jeune fille dont j'ai fait la connaissance en achetant mon poste stéréo. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Des mensualités de 600 forints. Je parle de la radio, naturellement. Elle a un son magnifique, surtout maintenant que je viens de la ramener de chez l'électricien. Parce que pour moi, tu sais, rien ne va jamais bien du premier coup. J'imaginais tellement bien la soirée d'aujourd'hui. Un bon dîner, de la musique, et puis hier, tout d'un coup, la radio ne marche plus. Le service de réparation? Mon poste s'est détraqué. Vous pouvez venir? Il n'y a que les postes de télé que vous réparez à domicile. Donc c'est moi qui dois l'amener à l'atelier. Les baffles aussi? Encore heureux. Rien, merci. Tout d'un coup, plus rien. J'avais beau tourner le bouton. C'est un poste neuf, sous garantie. C'est certainement un petit défaut sans importance. On le répare, ne vous inquiétez pas. Oui, mais j'en aurai absolument besoin demain. Bon, puisque c'est tellement important, il sera prêt pour demain. Merci beaucoup. Et puis, encore un autre problème. Le tailleur. Il avait promis pour sûr que mon complet serait prêt pour hier. Il avait souligné 2 fois la date sur le bon de commande à mon dernier essayage. Résultat, le complet n'était pas prêt. Veuillez bien m'excuser, monsieur. Il sera prêt pour demain. Vous pouvez compter sur moi. Et en plus de ça, le magasin d'alimentation. Il y avait une de ces foules. J'ai mis une bonne demi-heure pour commander un panier garni pour aujourd'hui et pour trouver 2 bouteilles d'alcool convenables. Devant la caisse, une queue interminable. Ensuite, retour au vendeur. Quand je suis enfin rentré, je commençais à en avoir marre du XXe siècle. Tant et si bien que, lorsque j'ai voulu téléphoner à Cathy et que ça n'a pas marché, j'ai trouvé ça tout naturel. Pas moyen d'avoir la communication. J'ai appelé les réclamations, ils ont promis d'examiner la ligne. Je me suis dit que, pour me détendre les nerfs, une petite promenade me ferait du bien. Alors, j'ai décidé de faire un saut à la poste pour envoyer un télégramme à Cathy. Un formulaire de télégramme, s'il vous plaît. T'attends, comme convenu, peut pas téléphoner. En continuant ma promenade, je me suis dit qu'en de telles circonstances, un télégramme est tout de même un peu froid. La vitrine d'un fleuriste m'a rappelé à l'ordre. Envoyez-les demain, s'il vous plaît, par un livreur.
Voilà l'adresse. Entendu, monsieur. Dans mon rêve, je me voyais courir du magasin d'alimentation chez l'électricien, de chez l'électricien à la poste, de la poste chez le tailleur, et partout on me disait demain, 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 demain. Et tiens-toi bien, le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est reparti de la même façon. Le matin, je suis allé chercher mon panier au magasin d'alimentation. Il n'y a pas à dire, c'était bien garni. Ensuite, le service de réparation. Aussitôt qu'on a mis le poste devant moi et qu'on a tourné le bouton, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Cette merveille de la technique moderne ne captait qu'une seule station. Pas question, bien sûr, de le reprendre comme ça. Excusez-nous, monsieur, vous avez raison, ce sera prêt dans 1 heure. Veuillez revenir. En attendant, j'ai tenté ma chance chez le tailleur. Le maître était tout rayonnant de joie en m'aidant à passer le veston. J'ai examiné le complet dans les détails. Impeccable. Il m'allait comme un gant. Je me disais déjà que les choses prenaient une tournure plus favorable. Chargé de 2 paquets et satisfait de mes succès, je suis retourné au service de réparation. C'est le monsieur pour la réclamation. Le chef d'atelier était venu en personne essayer le poste. C'est par là qu'il aurait fallu commencer. Tant pis, l'essentiel, c'est que le poste marchait enfin. On a vite détaché un coupon du cahier de garantie et je suis parti en coup de vent. Il m'aurait bien fallu 3 bras, si ce n'est plus. Bon, je dois arrêter là mon histoire. Cathy va arriver. Il se peut que j'écrive demain une nouvelle lettre. Très, très affectueusement, Peter. Post-scriptum, en somme. À ta santé. Je suis content que tu sois enfin venu chez moi. À la tienne. C'est pas mal chez toi. Une chouette musique, des plats délicieux. Tu es vraiment un hôte plein d'attention. J'ai fait ce que j'ai pu. Malgré toutes les aventures que j'ai eues hier et aujourd'hui, j'ai décidé que ce soir, tout irait à la perfection. Mon pauvre ami, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, écoute, je ne sais pas ce que tu penses des courses et d'une manière générale de tout ce qu'on appelle chez nous les services. Mais à moi, il me semble quelquefois que l'homme préhistorique avait la vie bien plus facile. Tous les services communaux, il se les assurait lui-même. Donc, rien de surprenant à ce qu'il ait toujours tout fait pour se procurer ce qui était le plus beau. Par exemple, quand il voulait manger quelque chose, il choisissait tout simplement le gibier le plus appétissant et, forme la plus simple du libre-service, il l'abattait. Un point, c'est tout. La bonne viande était servie. Oui, mais je ne crois pas que ce magasin libre-service de la jungle ait fonctionné aussi simplement. Qu'est-ce qui se passait, par exemple, quand la marchandise était de mauvaise humeur et pas coopérative? Eh bien, moi, ça m'arrive de me sentir au magasin d'alimentation comme si j'étais dans la jungle. Dans ces magasins de type traditionnel, aux heures d'affluence, il faut livrer de véritables combats. D'abord devant le vendeur, puis à la caisse, et ce n'est que de la nourriture. L'homme préhistorique pouvait au moins se procurer tout d'un seul coup et au même endroit, nourriture et confection. Et son téléphone marchait toujours, la ligne n'était jamais occupée. N'exagère tout de même pas, ce n'est pas si terrible que ça. Dans notre quartier, par exemple, on vient d'ouvrir un centre commercial. On y trouve tous les services. J'y vais avec plaisir. Chez le coiffeur, par exemple, je prends rendez-vous, il ne faut presque jamais que j'attende. Et on y réussit très bien les coiffures dernier cri. J'aime bien tes cheveux. Merci. Je ne voulais pas forcer le compliment. Il y a aussi un pressing. Il travaille très très bien. On peut aussi demander un nettoyage rapide. C'est vrai que les tailleurs n'acceptent pas de commandes à court terme, mais cela ne m'intéresse guère. Mais il y a toujours le prêt-à-porter. Quant au magasin d'alimentation,
je suis beaucoup moins sévère que toi. Le Ben Bloc abrite un excellent supermarché. Les rayons sont toujours pleins à craquer de toutes sortes de marchandises. Il y a un rayon alimentation, un autre pour les plats préparés, il y a des produits de beauté, des boissons, des conserves, des articles préemballés, des produits d'entretien, des articles de toilette. On y trouve de tout. Oui, mais il y a sûrement une foule incroyable. Pas tellement, c'est une vraie grande surface. Les clients ne se promènent pas entre les rayons avec des paniers. Ils mettent tout ce qu'ils veulent acheter dans des caddies. Oui, mais alors il faut attendre longtemps devant la caisse, non? Aux heures d'affluence, il y a plusieurs caisses d'ouvertes. Crois-moi, même les hommes ne se sentent pas si mal dans ce magasin. À propos, il y a aussi un immense parking. Tu vois, c'est le XXe siècle, son côté agréable. Oh, Cathy, là où tu es, le soleil brille avec plus d'éclat. Et j'espère que les quelques difficultés auxquelles on se heurte dans mon quartier n'auront pas troublé l'ambiance de notre soirée. Je n'en ai rien remarqué. Les fleurs que tu m'as envoyées sont magnifiques. J'en étais très touchée. Bonjour, mademoiselle. Voilà des fleurs pour vous. Ça, c'est gentil. Merci. Tenez, c'est pour vous. Merci. Au revoir, mademoiselle. Bonjour, madame. Je viens de la compagnie de gaz. C'est pour la cuisinière. On m'avait promis pour mardi. Oh, madame, vous n'avez pas idée de ce qu'on a comme travail en ce moment. On n'en finit jamais. Vous comprenez? Oui, oui, entrez. Encore? Mon Dieu! Bonjour madame, grand magasin du centre, le nouveau frigo. Cela doit être une erreur. C'est bien le numéro 20 de la rue Viola? Oui. 3e étage numéro 2? Non, 2e étage numéro 2. Oh, excusez-nous. Il n'y a pas de mal. Voilà. Nous avons fini. Voulez-vous signer? Là. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô, allô? Taxi? Je voudrais une voiture. 20 rue Viola, au nom de Cataline Farcache. 155 774. Dans combien de temps? Un quart d'heure? Mon Dieu, je serai en retard. Mais tu es quand même arrivé à l'heure. Il n'est tout de même pas si mal le XXe siècle. Surtout si l'on peut diviser le travail. Par exemple, les courses. Parfaitement. Les femmes s'y connaissent mieux. J'ai toujours eu de l'admiration pour les femmes qui, chez le boucher, choisissent avec compétence parmi des morceaux de viande complètement identiques. Moi, j'ai une autre idée de la division du travail. Je décide ce que tu dois acheter au marché ou au magasin d'alimentation, et alors toi, tu peux acheter le nécessaire conformément à ce que je t'ai dit. Tu as raison, ce n'est peut-être pas une mauvaise solution. Il n'est pas absolument nécessaire de tout faire et d'aller partout ensemble. Mais il y a quand même un service qui exige la présence de 2 personnes. Et c'est justement de cela que je voudrais te parler maintenant. Et quel est l'établissement qui fournit ce service? Le bureau de l'état civil.
C'est tout de même ma robe rouge que j'aurais dû mettre. Il fera frais ce soir quand je rentrerai. Je me demande comment ils seront, eux, dans 15 ans. Chaque semaine, ils mettent un nouveau panneau. C'est en devenir fou. Un quart d'heure de plus ou de moins. J'espère qu'on ne fera pas d'histoire. Si mes calculs sont bons, c'est bien la 3e fois qu'il arrive à l'heure. Tant pis, j'aurai le temps de me promener un peu. Quand ça commence le matin, une fois qu'on est en retard, pas moyen de se rattraper de toute la journée. Mikloche ne sera pas content. Pourtant, il y aura ce soir la réunion des anciens. Il faut que j'y aille. Silence, silence, il y a du nouveau. Marie va avoir un appartement. Mais jusqu'ici, où est-ce que tu habitais? Dis-nous tout depuis le début. Dans une chambre, chez une parente éloignée. Ah oui, Tante Ida était la marraine de la cousine de ma belle-mère, ou quelque chose dans ce genre. Nous n'avons jamais réussi à éclaircir tout ça, malgré l'exposé qu'elle nous faisait tous les dimanches sur la parenté. L'appartement était rempli de leurs portraits. Tante Ida avait même accroché quelques généraux et conseillers intimes, décédés il y a bien longtemps, dans la salle de bain, au milieu des verres à dents, savons, serviettes, lessives et flacons d'eau de Cologne. Dis donc, il devait y avoir pas mal de meubles dans ce logement. Où est-ce que vous avez mis vos affaires? Il y avait la petite chambre. Les quelques vêtements que nous avions, je les ai rangés dans l'armoire de Tante Ida. Elle m'a permis de vider quelques rayons. Mikloche a réussi à fabriquer une sorte de bureau et aussi une penderie devant laquelle on a mis un rideau. Nos livres, nous les avons placés sous le lit et sur l'armoire. C'était encore l'époque où on disait que ceux qui s'aiment n'ont pas besoin de beaucoup de place. Au début, Tante Ida était très gentille. Elle nous invitait souvent à déjeuner. Moi, je mettais la table, je faisais la vaisselle, elle cuisinait. Elle préparait en général des repas composés de 3 ou 4 plats, qu'il fallait avaler jusqu'au dernier morceau. Je peux dire que nous vivions agréablement. Il n'y avait que la musique que Tante Ida n'aimait pas. Mais Mikloche a trouvé une solution. Il a installé 2 écouteurs avec de très longs fils. Nous marchions dans l'appartement comme des martiens. Bref, nous avons réussi à résoudre tous les problèmes. Et alors? Et alors? Alors, je me suis retrouvée enceinte. Il a fallu trouver de la place pour l'enfant et ses affaires. J'ai vidé encore quelques rayons, mais où mettre tout ce que j'avais enlevé? Nous aurions bien acheté des armoires plus grandes, mais Tante Ida tenait à ses vieux meubles. Mikloche a transformé le bureau en table à langer. Nous avons mis le berceau au milieu de la chambre. Pour pouvoir mettre la machine à laver, il a fallu complètement transformer la cuisine. Tante Ida a failli perdre la tête à l'idée de se séparer d'une vieille étagère qu'elle avait reçue de ses parents comme cadeau de mariage. Finalement, elle est restée, l'étagère. Et qu'est-ce que vous avez fait quand le 2e enfant est arrivé? Oh, nous avons une fois de plus tout changé.
Il n'était plus possible de mettre quoi que ce soit dans l'armoire. Nous avons emballé une partie de nos affaires dans des cartons. Les livres, nous les avons mis dans le vestibule. Le soir, réfugiés dans la cuisine, nous laissions courir notre imagination. Où est-ce que ça serait bon d'habiter? Mikloche rêvait d'un château de style baroque. Moi, d'une île déserte au beau milieu de l'océan. Nos rêves étaient en général interrompus par les cris de Bubu. Il avait une façon de hurler à faire trembler jusqu'au lustre. Après Bubu, c'était le tour de tante Ida. Pourtant, nous lui avons acheté des boules Kies. Cependant, les vraies grandes scènes avaient lieu dans la cuisine. Au-dessus de la cuisinière, de l'évier et du frigo, séchaient les couches. Des couches, partout des couches. On ne voyait que ça. Un jour, la corde du séchoir a cassé. Quelques langes ont atterri tout droit dans la goulache de tante Ida. La goulache coulait par terre. Ma fille a marché dedans avant de traverser le séjour sur le tapis persan. Vous vous rendez compte? Des traces de goulache sur le tapis persan. Cadeau de mariage de la belle-sœur de tante Ida. Mais votre entreprise n'aurait pas pu vous donner un logement? Nous avons essayé, mais on a dit qu'il y avait beaucoup de familles de 3 et 4 enfants. Alors, le peu qu'ils pouvaient faire, il fallait le leur réserver. Au conseil municipal, même réponse. Enfin, ce sont les parents de Mikloche qui nous ont tirés de là. Ils étaient vieux, ils ne pouvaient plus cultiver leur bout de terre. Ils en ont vendu une partie, la plus grande, et ils nous ont donné tout ce qu'ils ont touché pour le terrain. Cela a suffi pour commencer. On construira notre maison dans un quartier résidentiel. Il y aura un jardin. Nous devons verser dès maintenant le prix du terrain et 20% des frais de construction. L'État nous accorde 60 000 forints de subvention, l'entreprise la même somme à titre d'emprunt exempt d'intérêt. Pour le reste, nous aurons un crédit de 6% de la banque. Les mensualités ne dépasseront guère le montant du loyer d'un logement du même genre. Les plans sont merveilleux. Une superficie de 75 mètres carrés sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, une grande salle de séjour. À côté, le vestibule et la cuisine avec un passe-plat. À l'étage, la chambre des enfants, notre chambre et la salle de bain. Il y aura un escalier intérieur partant de la salle de séjour. Et partout, des placards. J'aimerais aménager la salle de séjour de sorte qu'il y ait beaucoup de place. Je veux sentir de l'espace autour de moi. Je mettrai un mur d'éléments, du sol au plafond, où j'espère on pourra ranger nos livres, mettre la télé, la radio, l'électrophone. À part ça, il n'y aura dans la pièce qu'un canapé et quelques fauteuils. Rien d'autre. Voilà, je viens de chez l'avocat. On commence ces travaux la semaine prochaine. Eh bien alors, au nouvel appartement. Tu n'as pas l'air trop gai, Peter? J'ai un peu honte. Moi, je n'avais pas à me donner tant de mal pour avoir un logement. Dès le début, j'avais d'autres idées. On venait juste de terminer les travaux de la nouvelle usine de Tapolsa. Dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'elle était faite pour moi. On m'a fait des propositions intéressantes et je ne me le suis pas fait dire 2 fois. Du coup, on m'a chargé de faire démarrer la production d'une nouvelle unité. À Budapest ou à Miskolc, j'aurais dû attendre d'avoir 40 ans pour arriver à un poste aussi bien placé. Mais tu étais chimiste débutant et tu as quand même accepté? Je vais t'expliquer. Il s'agissait d'une technologie à l'époque toute neuve en Hongrie. J'étais le seul à bien la connaître. Et les ingénieurs chevronnés ne voulaient pas aller là-bas, dans le désert. Moi, ça me plaisait bien. Nouvelle usine, nouveaux ouvriers, nouveaux directeurs, nouvelle technologie. Qu'est-ce que ça pouvait bien me faire si dans les premiers mois, je devais habiter dans un baraquement provisoire où il n'y avait même pas l'eau courante? D'ailleurs, l'entreprise n'a pas tardé à lancer un programme de construction de logements ouvriers et je m'y suis associé. Les conditions étaient extrêmement avantageuses. Nous n'avions qu'une somme modeste à payer, mais naturellement, il fallait, pendant les week-ends, participer aux travaux. La construction d'un grand ensemble offre toutes sortes de conditions favorables.
Les frais de transport sont moins élevés, les taux d'intérêt plus bas. La maison où j'habite en ce moment, elle était déjà finie au bout d'1 an et demi. Et maintenant, même le quartier est aménagé. Il y a tout ce qu'il faut. Ah, mais attendez, j'ai, par hasard, bien sûr, quelques photos sur moi. L'ensemble est assorti au paysage. Et, chose rare avec ce genre de construction, ça n'est pas monotone. Au rez-de-chaussée, il y a un dépôt pour les bicyclettes et les voitures d'enfants. Nous avons 2 ascenseurs, ce qui fait qu'on a quelques chances d'en avoir au moins un qui marche. L'appartement se compose d'une salle de séjour et de 2 chambres toutes petites. La cuisine n'a rien d'extraordinaire, une cuisine d'HLM. Mais les pièces, tout le monde les a aménagées à son goût. Dans la chambre de Carci, les murs sont bien entendu couverts de portraits de chanteurs et d'images représentant des voitures et des animaux. Voilà notre séjour. Nous allons changer quelques meubles. C'est à cause de cette admirable commode, récente acquisition de ma femme, Julie. Le vieux tapis mural, le fauteuil et ce tableau moderne ne tiennent vraiment pas à côté d'une telle commode. Julie ne supporte même plus ces cendriers et ce vase. Alors, on va les balancer. Nous cherchons maintenant un lampadaire et des rideaux assortis. Il faut aussi que je trouve de la moquette du même ton. Oh, cet appartement, je pense qu'on n'en finira jamais. On voudrait toujours du neuf. Pourvu qu'on en ait les moyens. Il ne faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas dit ça pour te froisser. Ce que j'ai, c'est moi qui l'ai choisi. Au lieu de la voiture, des gosses. Et même 3. Enfin, on a aussi une voiture. Et nous allons avoir notre appartement à nous. Il y a 15 jours que le facteur a porté la lettre du conseil municipal. À la place de la chambre que nous occupons en cohabitation, on nous donne un appartement de 2 pièces. Vous imaginez notre joie. Ce n'est que la première visite des lieux qui a un peu fait tomber notre enthousiasme. Il nous faudra une fortune pour rendre cet appartement habitable. Vernir le parquet, réparer la fuite du chauffe-eau, changer la baignoire et le lavabo, et aussi toute l'électricité, fils et commutateurs. Les portes et les fenêtres ne ferment pas bien. Il faudra mettre de nouveaux carreaux et évidemment peindre les murs et les boiseries. Le tout est assez délabré, mais tant pis. C'est un appartement qui est à nous, uniquement à nous. Vous voyez, je pense que c'est là l'essentiel. Tout le monde habite quelque part. Il y en a qui ont un peu plus de place, d'autres un peu moins, mais chacun possède son petit coin à lui. Au fond, nous n'avons pas à nous plaindre. Tu oublies, Eva, que nous célébrons déjà, malheureusement, le 15e anniversaire de notre bac.